Bonjour à tous, c'est les Lucasfilles. Bonjour Claire. Bonjour Aurélie. La prélo dans Star Wars, c'est comme le sable. C'est irritant, c'est grossier, ça se colle partout, même dans la postlogie. Et surtout, dans The Last Jedi. Je dirais que d'ailleurs que dans The Last Jedi, car c'est le seul qui va y faire allusion. Si tu fais exception de la poignée de voix plus ou moins non identifiée qui vient dire à Rey oui, on est là avec toi, puis ils étaient pas là avant et puis ils se barrent juste après quand elle crève. Oui, c'est de loin le film de la postlo qui fait le plus de références, voire le seul, à la prélogie. Et de façon très appuyée et très intentionnelle, et connaissant Ryan, vous vous doutez bien, très intelligente aussi. Alors, tu me connais, j'ai toujours envie de faire exception de l'ascension de Skywalker. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des récupérations qui ont été faites de dernière seconde, notamment sur la fin, avec le fait que certains ont été capables de te dire que Ben qui meurt pour sauver Rey, c'était justement la manière de poursuivre l'arc d'Anakin. Alors, on aura sûrement l'occasion d'en reparler pendant l'épisode. Je pense que c'est de la connerie. C'était pas le propos nécessairement aujourd'hui, puisqu'en fait on fait encore un bonus des traits régisseurs en repassant du temps, donc la prélo et The Last Jedi. C'est un combat, là pour le coup Aurélie, parce que beaucoup de gens qui ont adoré la prélo, je suis pas sûre qu'ils soient tous au rendez-vous pour adorer The Last Jedi. Donc peut-être qu'on va arriver à les convaincre que, en théorie, ils devraient aimer The Last Jedi, puisque ce sont plutôt des hommages positifs, une bonne utilisation qui est faite de la prélo. Moi je dirais que ce film m'a réconcilié avec la prélo, en tout cas avec certains aspects de la prélo. Ouais, pareil. Oui. Et bon, c'est vrai j'ai fait une accroche provocatrice pour certaines personnes fans de prélo, mais rassurez-vous, si vous êtes restés jusque-là et que vous aimez la prélo, calmez-vous avant de lancer dans les commentaires. On va plutôt dire des bonnes choses, en fait. Oui, mais c'est vrai que Ryan, soit pendant la prod du Last Jedi, soit au moment de la sortie du film, avait dit en interview qu'il avait énormément regardé les films de la prélogie, il se l'était repassé en boucle, etc. Et vous allez voir que les parallèles avec la prélogie dans The Last Jedi ne sont pas juste d'ordre esthétique, c'est-à-dire qu'il va y avoir des plans similaire, va y avoir énormément de rappels visuels, mais derrière il y a toujours une réflexion thématique, un parallèle ou une réflexion ou un éclairage sur l'arc des personnages, aussi bien ceux de l'épisode 8 que ceux de la prélo. Et effectivement, que vous soyez rélo ou pas, les parallèles se font essentiellement entre les deux couples, à savoir Rey Kylo et Anakin et Padmé. C'est vraiment l'illustration de ce qui avait été vendu à Adam Driver quand il a signé pour le rôle de Kylo Ren, à savoir que l'arc de Kylo, et là je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure, était censé être l'inverse de l'arc d'Anakin, de l'arc de son grand-père. Donc dans l'absolu, il ne devait pas connaître la même fin du tout. Et puis forcément, l'épisode 9, patatras, il y a eu un rétropédalage du côté de DLF, et puis finalement... il va avoir une rédemption par la mort, là où il aurait dû vivre en couple heureux avec Rey. Je referme la parenthèse. Tout ça pour dire que ce que Ryan est allé chercher dans la prélogie, c'est pas juste des petits clins d'œil ou des easter eggs d'ordre cosmétique. C'est vraiment dans la thématique, dans l'espèce de constellation familiale des Skywalkers, ou la notion karmique, appelez ça comme vous voulez, mais en fait, le fait que entre Kylo et Anakin, il y a un lien très très fort, et ça se voit aussi dans la façon dont leurs arcs sont traités. En tout cas jusqu'à l'épisode 8. Et cohérent avec ce qui nous était donné dans l'épisode 7, je le place au passage quand même, puisque c'est quand même J.J. Abrams, sous l'influence de Kasdan, je pense qu'à un moment je vais finir par dire que... c'est surtout Kasdan, je pense qu'il y a de bonnes idées dans l'épisode 7, ça doit être Kasdan. Et c'est dommage qu'il soit pas resté sur qu'on ait fait appel à Chris Terrio, encore une fois. Je pense que ça n'aurait peut-être pas donné la même chose, mais clairement on partait là-dessus, parce que c'est là que ça a été mis en germe, le fait qu'on partait sur cet arc inversé, et avec déjà des rappels. Alors tu pourrais dire qu'il y avait un rappel à la prélogie, mais alors qui était subtil, qui était le moment où Rey tombe dans les pommes, mais ça reste quand même très très... C'était pas forcément aussi marqué du coup que ce qu'on a là
dans The Last Jedi où tu as des rappels à la fois à l'épisode 1, à l'épisode 2 et à l'épisode 3. C'est comme s'il avait fait une compilation, et presque heureusement qu'il l'a fait, parce que sinon tu trouverais pas grand-chose qui mentionne la possible existence de la prélogie dans la postlogie en fait. Oui, mais c'est assez terrible le fait que le nom d'Anakin ne soit jamais prononcé dans la postlogie. C'est toujours Dark Vador. Alors ça a du sens dans une certaine mesure, puisque le modèle de Kylo, c'est Dark Vador, ce n'est pas Anakin Skywalker. C'est le modèle que Palpatine / Snoke lui a donné en pâture. C'est Snoke qui a donné le masque fondu de Dark Vador à Kylo, pour qu'on ait notre moment Hamlet, etc., et qui servent de support à la manipulation mentale dont Ben Solo / Kylo Ren a fait l'objet. Mais Anakin est très tôt est évacué du propos. Luke y fait allusion dans l'épisode 8 quand il dit que finalement c'est un Jedi qui a formé le Seigneur Sith, sans mentionner Anakin explicitement. Et dans l'épisode 9, il est jamais question d'Anakin, ce qui est un gros problème, ce qui est un grand tort. On entend juste le petit caméo vocal de James Earl Jones au début de l'épisode 9, pour bien comprendre que depuis le début, ce pauvre Kylo, ce qu'il entendait dans sa tête, c'était même pas la voix de son grand-père. Bien sûr, c'était une manipulation de Palpatine. Voilà, Anakin, en tout cas au niveau du nom, est absent. On entend sa voix à la toute fin quand les Jedi viennent se servir de Rey. Padmé, de toute façon, c'est toujours la grande perdante. Elle est complètement évacuée du propos également. Sauf dans l'épisode 8, puisque finalement, Padmé, son reflet dans l'histoire de Kylo, ça va être Rey, bien sûr. Et c'est là que Ryan, il a mis le paquet, encore une fois. C'est le seul, tu vois, un truc tout con. Les termes, les mots qui sont employés. Dans l'épisode 7, on parle juste des Jedi. Les Jedi étaient vrais, existaient vraiment, etc. On parle juste des Jedi, comme dans la trilogie d'origine. On n'avait jamais entendu parler de Sith, etc. C'était les Jedi. Et on le sait que l'épisode 7, c'est plus un hommage à la trilogie originale. Dans l'épisode 8, Ryan, il va nous sortir les termes de Sith. Il va nous sortir, non pas Palpatine, mais Dark Sidious. C'est comme ça que Luke l'appelle quand il parle de l'héritage des Jedi à Rey. Oui, ils avaient Dark Sidious sous le nez, ils l'ont laissé faire leur truc et ils ont été purgés. Donc leur héritage, c'est l'échec. Il dit pas Palpatine. C'est dans l'épisode 9 qu'on nous ressort du Palpatine. Donc il y a vraiment, ne serait-ce que dans les mots employés, la façon de faire les références, y compris dans le texte de l'épisode 8, une volonté de revenir à la prélogie. Oui, mais d'y revenir de manière subliminale. C'est pas du lourd fanservice comme tu l'as dit, c'est-à-dire que c'est vraiment une continuation logique pour ce qui devait être une saga de 9 épisodes où tu devrais avoir, selon les termes chers à Lucas, de la poésie ça rime. On en avait parlé dans le Comprendre la postlogie 3, que j'ai réécouté d'ailleurs avant cette émission, et je me suis rendu compte que je nuancerais probablement certaines des prises de position que j'avais à l'époque. Il y a des choses que je changerais, peut-être que j'aurai l'occasion d'en reparler, mais comme quoi, bon, il y a que les cons qui changent jamais d'avis. Donc il y a quelques trucs que je donnerais autrement, probablement. Et puis bon, c'est à la lueur aussi de ce qu'on a pu avoir de l'épisode 9, clairement. Par contre, c'est vrai qu'on l'avait très bien développé. Ça, pour le coup, je pense qu'on peut rien changer sur le fait qu'en théorie, tu devrais bien avoir, l'image dans le miroir avec une inversion, quoi. On devait partir là-dessus, quoi. Tu disais que dans les interviews, il faisait référence, qu'effectivement, il avait regardé. Bon, on va pouvoir faire les différents, mais il a aussi fait un hommage assez sympatoche au travail de Lucas. Quand il parlait de la prélogie, il disait que c'était un merveilleux film de 7 heures qui a été fait pour les enfants sur la façon dont le privilège, le sens du privilège, on va dire, et la peur de la perte transforme les bonnes personnes en fascistes. Voilà, comme ça qu'il conseillait de le regarder. Donc oui, il avait bien compris l'essentiel de la chose. Et je pense que lui n'était pas dans l'idée que les Jedi étaient de sacro-saintes figures. C'est justement bien ce qui est montré aussi bien dans l'exemple de Luke, mais dans les paroles de Luke également. Et ce qui, du coup, a été retconné par le dernier épisode. Qui, oui, alors certes, comme tu l'as dit, à la dernière seconde, ils te sortent quelques voix de la prélo du Saloir, mais c'est une trahison au niveau de la thématique. Alors, je serais plus nuancée sur les propos de Luke, puisque au moment où Luke torpille les Jedi dans ses échanges avec Rey,
C'est un homme qui est encore extrêmement amer, qui se sent extrêmement coupable. Il n'hésite pas à jeter Obi-Wan sous le tramway lorsqu'il dit qu'en gros c'est lui qui a créé Dark Vador, gna 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 gna. Ce à quoi Rey rétorque, oui mais c'est aussi un autre Jedi, Luke, qui l'a ramené du côté lumineux. Et après Luke à la fin, il fait vraiment, c'est la quintessence du Jedi dans son sacrifice, dans la maîtrise technique, hein, parce que c'est très très fort ce qu'il fait effectivement. Il y a cet échange avec Yoda qui est très intéressant aussi. On vous renvoie vers la leçon de Yoda dans Les Très Riches Heures, la première mouture sur 12 épisodes. Donc je pense qu'en fait, Luke, et Ryan, hein, par son entremise bien sûr, ce qu'il va torpiller, c'est les Jedi old school. Clairement, Lucas, dans la prélogie, nous les montre comme des gros cons qui sont dépassés, qui sont dogmatiques, imbus de leur pouvoir, has-been, enfin bon, ça va pas du tout, quoi. Et ça a largement contribué à leur perte, en fait. Hein. Au-delà des manigances de Palpatine, il y avait déjà un terrain, c'est un ordre qui est complètement sclérosé. Et ce que Luke propose finalement à la fin de l'épisode 8, c'est une autre approche. C'est une autre forme de Jedi, et quand il dit à Kylo « Je ne serai pas le dernier Jedi », bon, donc là, ça coupe sur Rey qui est en train de soulever ses cailloux. Oui, Rey, c'est l'avenir des Jedi, mais pas de l'ordre Jedi. L'ordre en tant que tel, on peut considérer qu'il est mort. Mais c'est une autre version de ce qu'est un Jedi. C'est un renouveau. Il faut repenser ce que ça signifie. Et moi, je reste encore persuadée que quand il dit « je ne serai pas le dernier Jedi », il pense aussi à Ben Solo, qui va revenir du côté lumineux. Et qui est la dernière personne en vie à ce moment-là à avoir été vraiment formé comme un Jedi par son oncle. Oui, alors malheureusement, avec le système old school, c'est bien ça le problème. C'est bien ça le problème. On est toutes les deux d'accord, en fait, là-dessus. Moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que ce qui est torpillé, c'est les Jedi de la prélogie comme on les avait vus. Donc, c'est un petit peu, justement, remettre une couche sur le fait que comme on les a vus dans la prélo, forcément, ça allait droit dans le mur, parce que ça n'allait pas à leur dogmatisme, leurs œillères, quoi, leur façon de voir le monde, et que l'idée, c'est de revenir à une forme primitive, archaïque, qui est justement bien symbolisée par Acto et le Prime Jedi, là, qui est dans le fond, toujours de manière subliminale aussi, parce que c'est un élément de décor que tu vois pas de manière très très claire, à moins d'ouvrir ton guide visuel, mais qui est quand même présent dans le fond. Et puis il y a ce côté mystique de cette île vraiment inquiétante, où l'ordre Jedi a vu le jour. Mais on peut très bien imaginer que l'ordre Jedi a vu le jour après peut-être des siècles et des générations d'expérimentation, de recherche spirituelle, éventuellement de mouvements, de traditions contradictoires, etc. Je pense comme pour le bouddhisme, par exemple, t'as un berceau du bouddhisme qui en plus est rattaché à une personne bien identifiée, un personnage historique, et puis ensuite tu vas avoir des mouvements, des expérimentations, des adaptations, voilà. Et pour moi, l'ordre Jedi, ça a vraiment commencé comme ça. Et c'était intéressant de nous ramener sur cette île qui est inquiétante puisqu'elle accueille à la fois la lumière et l'obscurité. Et cette notion d'équilibre, elle est ramenée à plusieurs reprises dans le discours. Et ça fait écho, je pense, au fait que Anakin était censé ramener l'équilibre dans la Force. Obi-Wan lui reproche au moment où il le laisse en barbecue au lieu de l'achever, ce bâtard. Il dit tu devais ramener l'équilibre dans la Force, machin, et tuer les Sith. Donc c'est bien la preuve que les Jedi n'avaient rien compris sur l'équilibre. Et je pense que toute la réflexion de Ryan sur la Force et l'équilibre de la Force dans le dernier Jedi, c'est un autre scud, entre guillemets, encore une fois c'est fait très intelligemment, à ce qu'en avaient soi-disant compris les Jedi de la prélo, c'est-à-dire qu'ils avaient rien compris, parce que l'équilibre, quand il y a une force qui écrase l'autre, c'est pas un équilibre, c'est une domination, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, c'est toute la force de Ryan de faire référence à la prélogie. Et on voit qu'il a énormément de respect et d'amour pour la prélogie, qu'il a bien comprise, mais il va pas faire ça en mode allez, dictée. C'est pas lourdeau comme JJ, c'est beaucoup plus subtil que ça, parce qu'en plus c'est vraiment entrelacé dans le récit de cette nouvelle génération, dans le texte, mais surtout dans l'imagerie, la photographie, les plans qui sont choisis, enfin, il y a rien qui a été laissé au hasard, quoi. Alors c'est vrai qu'il y a des plans qui sont plus évidents que d'autres, qui sont bon, c'est ceux qui peut-être que c'est par là qu'on pourrait commencer, mais je sais, c'est difficile parce que
Justement, par où est-ce qu'on peut commencer? Parce qu'il y a les éléments visuels, oui, comme tu l'as dit, qui peuvent être évidents. Il y en a qui sont moins évidents. Et puis, il y a donc les éléments thématiques. Par où tu veux dérouler la ficelle? On peut pas le faire par épisode, genre hommage à l'épisode 1, hommage à l'épisode 2, hommage à l'épisode 3, parce que précisément, Ryan, comme tu l'as dit dans sa citation, il a envisagé la prélogie comme un seul et même récit, comme un tout, ce que voulait George Lucas. Il y a une unité visuelle, une unité narrative dans la prélogie que tu retrouves dans aucune des 2 autres trilogies. Je pense que c'est vraiment comme ça qu'il fallait l'aborder, quoi. Et c'est comme ça que Ryan l'a reçu de toute façon. C'est comme ça qu'il l'a abordé, mais c'est vrai que comme malheureusement c'était pas le dernier film, il a pas pu arriver à la conclusion logique. Mais le fait que, sa conclusion à lui pouvait laisser supposer ce qu'on avait développé dans la comprendre la postlogie 3, c'est-à-dire que justement comme la fin n'était pas exactement les mêmes, même si tu avais vu, on va dire, s'il avait distillé l'essentiel de ce qui composait d'une part la relation entre un homme et une femme, donc entre l'héroïne et le héros, donc Padmé Anakin, mais aussi dans la relation entre le maître et l'apprenti, il avait vraiment distillé ces 2 éléments, plus la question des enfants aussi. Donc il y avait peut-être ces 3 choses, pour moi, sont peut-être les plus importantes. Donc il avait tout balancé là, si tu veux, et comme la fin n'était pas la même, on pouvait avoir après l'évolution. Et ce que DLF a pas eu les couilles de faire dans l'épisode 9. Je sais pas. C'est compliqué. Je pense que Thériault et J.J. Abrams l'ont pas vu, quoi. C'est un peu, pour quelqu'un ça va être le scud du moment, pour quelqu'un qui dit se connaître en littérature et étudier les œuvres. Ou alors, je sais pas, je comprends pas. Mais il y en a une qui devait savoir, c'est Kathleen Kennedy, parce qu'elle savait grosso merdo où ça allait quand même. Visiblement, elle n'avait rien à foutre. Non, donc, je pense qu'elle a été muselée par le PDG de... déjà, elle a supplié littéralement JJ de venir faire le dernier film en 1 an, ce qui était quand même une tâche monumentale, il faut bien l'admettre. Et en plus, elle a été court-circuitée en grande partie par le patron de Disney, qui passait directement, ça allait directement de lui à JJ sans passer par elle. Donc, sur cet épisode 9, je pense qu'elle a vraiment pas pu faire ce qu'elle voulait, quoi. Ou influencer le truc comme elle voulait. Parce que sur l'épisode 8, tu la vois tout le temps sur le tournage, sur toutes les photos de Ryan, machin. Enfin, elle était très très présente. Elle soutenait vraiment le projet et la direction que prenait la trilogie. Ça paraît évident. Sur l'épisode 9, beaucoup moins. Donc, ouais, c'était bricolo-bricolette. Ouais. Là, c'était pas le propos. On va essayer d'éviter le bricolo-bricolette du dernier épisode. Puis on va essayer de se réinstaller dans le confortable fauteuil rouge de la Jedi. Ouais. Alors on va peut-être commencer par finalement pratiquement le plus intéressant pour nous, c'est-à-dire les parallèles entre Amidala, on va dire, et entre Reylo. Là, il y en a beaucoup, pas que dans les Force Bond, même si ça démarre très fort avec surtout le 2e Force Bond, où effectivement la façon dont Kylo est représenté de dos, etc., c'est exactement la même posture qu'avait Anakin dans l'épisode 2 quand il méditait sur sa terrasse après avoir fait ses cauchemars. Et patatras, qui arrive sur ses entrefaites, le Love Interest, Padmé qui sort de son boudoir, et Rey qui est connecté à Kylo par la force. Donc déjà là, il y a un parallèle visuel qui est très intéressant. Ce que Ryan fait très souvent dans les parallèles entre Amidala et Reylo, c'est que il va inverser les choses. Du genre, il va inverser la palette. On était sur une palette chaude de lever de soleil sur le lac de Côme, donc trop la classe, quoi. Et là, on est sur une palette froide, aussi bien du côté de Kylo dans son vaisseau tout pourri, là, que du côté de Rey sur Arto, où il fait un temps de merde. Palette chaude, palette froide, Ryan y a régulièrement recours pour vraiment insister sur le fait qu'un couple va avoir la destinée opposée à l'autre couple. Et qui sont vraiment mis en parallèle, mais c'est plus en miroir qu'en parallèle, justement. Tu as aussi, évidemment, passe du coq à l'âne, mais dans la salle du trône, au moment où Kylo fait sa demande en mariage à Rey, tu as en fait les rideaux du boudoir de Snoke qui ont cramé. Donc en fait, t'as plein de petits morceaux de tissu enflammés qui sortent, ça fait comme une pluie qui tombe sur eux, mais c'est une jolie, comme une neige de feu qui tombe sur eux, ce qui est beaucoup plus joli que la neige de cendre sur Mustafar, quand tu as la scène
parallèle entre Anakin et Padmé, mais qui là est une scène de mort, une scène de la fin d'une relation. Ce n'est plus un feu, c'est des cendres, c'est terminé pour eux. Et puis surtout une inversion des positions, hein, en ce que plus, tu disais avec les oui, inversions. Tout à fait. C'est-à-dire que soit c'est effectivement une inversion de palette, ou alors c'est une inversion de position. Tu peux pas faire plus transparent. Surtout que c'est cadré pareil, y compris au niveau des gros plans. Quand tu vois d'un côté Nathalie Portman qui dit « Anakin, tu me brises le cœur, machin », et de l'autre côté Rey qui, avec ses yeux, dit exactement la même chose à Kylo, genre « je peux pas prendre ta main », en fait. Elles sont cadrées exactement de la même manière, à la même hauteur, etc. Enfin, voilà, il y a un souci du détail à ce niveau-là, plan par plan. Ça a été très bien fait par énormément de... Alors, c'est les rélos, hein, excusez-nous, hein, les fans de la prélo, mais ce sont les rélos qui, bien sûr, ont vu tous ces parallèles. C'est de la simple cinématographie, hein, c'est sans même entrer dans les débats, est-ce qu'on ship, on ship pas, est-ce que c'était prévu de... Juste un point de vue purement cinématographique sur les choix de plans, de cadrage, de palettes, etc. Déjà, il y a un rappel qui est complètement voulu et qui, une fois qu'on commence à faire un peu gaffe, est pas très subtil, quoi. C'est pas... Non. Et c'est surtout ce condensé de leur relation. Alors, il manquera juste ce qui est logique, parce que je pense qu'ils devaient l'attendre sur l'épisode 9, quasiment, puisqu'il nous manquera les scènes de pique-nique, toutes les scènes joyeuses en plein air, ce qui est normal dans un début de relation. Voilà. Et comme tu devais avoir l'inversion, les phases de joie, les phases heureuses de soyons romantiques, devaient arriver après. Mais forcément, il allait pas les mettre. Par contre, ce qu'il est arrivé à caser dans la relation entre Padmé et Anakin et en parallèle avec Rey et Kylo. T'aurais carrément pu avoir Kylo balançant à Rey « Est-ce que tu es un ange ?» de la manière dont il la regarde. Ça commençait là quand même, à ce niveau-là, c'était de cet acabit. Tu as droit à ta scène de feu de joie, la scène de feu de cheminée, notre amour est tabou sur Naboo. Car la scène de cheminée, on l'a avec la hutte, la smut hut, la hutte du désir, la hutte déterminante du toucher de main. Et donc là, c'est là qu'on voit aussi qu'il y a une inversion. D'ailleurs, les personnages sont également inversés, non seulement dans leur position, mais également dans le fait que là où Padmé disait « Ah mais non, ça va pas être possible, mon gars », avec sa robe de... Voilà. Je ne fais pas du slut shaming, mais quand même, je rappelle que ce n'est peut-être pas une tenue appropriée pour quand tu peux choisir pour envoyer bouler un mec. Et de l'autre côté, t'as Rey qui par contre fait une invitation avec sa petite couverture. Bon voilà. Elle est très pudique au contraire, et c'est beaucoup plus sensuel que de se toucher de main que le décolleté très joli de Nathalie Portman par ailleurs. Oui, bon, enfin ça se discute. Sa tenue SM, ça se discute. Je parlais juste du décolleté. Moi, j'ai juste apprécié le décolleté. C'est le décolleté, d'accord, ok. La poitrine frémissante. Exactement. Elle n'aura pas laissé mettre beaucoup de gens indifférents. Ah bah moi j'ai no shame, hein. Ça m'a fait de l'effet. Mais c'était difficile de regarder ailleurs, un pauvre Anakin. Oui, bah voilà, c'était il avait zéro chance, le garçon. Chance. Note aussi que dans le dialogue, t'as quand même ce fait que à ce moment-là, Anakin, a un dialogue de merde. Mais il y a quand même des choses à sauver, amis de la prélo. Oui, je suis avec vous, ne vous inquiétez pas. Le fait qu'ils disent l'histoire de le baiser que tu m'as donné m'a laissé une cicatrice que je n'arrive pas à me débarrasser. Je l'ai pas aussi bien dit, mais enfin si, quasiment. Parce que bon, écoute, voilà. Le dialogue est tellement... Et en fait... On a quand même ce gros plan de cicatrice de Kylo que dans la novelisation, on sait qu'elle veut toucher. Et qui est le baiser que Rey lui a donné littéralement dans la gueule. Épisode 7, je tiens à le dire. Voilà. Mais d'autant que à aucun moment, Kylo a l'air d'en vouloir à Rey, lui avoir défoncé la gueule en fait. À aucun moment, il est en colère contre elle parce qu'elle lui a foutu sa race dans l'épisode précédent. Ah oui, non. Alors qu'il y avait plein de gens qui s'attendaient à ce que ouais, je vais la tuer, machin, dans le 8, il allait lui pourrir la tronche, etc. Les rélos, elles étaient là. Oh, bien sûr que non. Et le fait est. J'en veux plus. Le fait est. Je reviendrai en faire un tour.
Quand tu vois comment il se précipite dans le couloir comme un petit garçon à qui on a essayé de voler son ballon pour le premier Firstborn alors qu'elle vient de lui tirer dessus, tu te dis bon ok, le mec il a pas peur qu'elle lui en remette une couche en fait, il lui en veut pas et il est au-delà de ça. Tu vois, donc je referme la parenthèse, mais effectivement cette cicatrice à aucun moment on ne te montre que elle fait l'objet d'une haine de la part de Kylo, de colère ou de ressentiment vis-à-vis de Rey. Ça passe crème. C'est ce qui est surprenant. Mais t'as bien la matérialisation que les deux garçons sont marqués à vie par la première fille qu'ils ont rencontrée, n'ayons pas peur des grands. Enfin, disons-le franchement, tu es la première personne que ces garçons, que ces Skywalker voient. Tu es la bonne. C'est ces petits oiseaux sortant de l'œuf ou petit vélociraptor, comme tu veux. Mais voilà, un imprint. C'est ça, direct. C'est comme garder des oies avec les Skywalker. Et donc oui, justement, dans les rappels aussi, où il y a des scènes qui sont condensées, le moment où Anakin et Padmé sont sur Géonosis et arrivent dans la salle, dans l'arène, c'est le moment salle du trône. Ah bah oui. Parce que la scène de l'ascenseur n'est pas loin d'une déclaration d'amour. Il a été question à un moment, enfin quand même à un moment donné, Adam Driver a demandé à Ryan, est-ce que Kylo a déjà embrassé une fille? Parce qu'il devait regarder Rey comme s'il avait envie de l'embrasser. Et Ryan lui a dit, peut-être à l'Académie Jedi, tu sais comme le jeu où tu tournes la bouteille et puis c'est un peu action ou vérité, tu vois, mais sans plus. Tu vois, donc, et puis c'est clair qu'Adam Driver, il regarde Daisy Ridley comme s'il voulait l'embrasser. Enfin, je te rappelle que tourner la bouteille, c'est dans la salle du trône, donc. Oui, on n'est pas loin finalement, tu vois. Ça se trouve, c'est pour ça que Ryan l'a recyclé, cette histoire de sabre / bouteille qui tourne. Va savoir avec Ryan. Bah, t'as quasiment le même plan, le fait qu'il soit vu de dos quand il rentre dans la salle, comme les autres qui rentrent dans l'arène. C'est vraiment rentrer dans l'arène. D'autant que dans la scène de Geonosis, ils font équipe pour se défendre. Avec le fait qu'il y a 2 actions en parallèle, enfin 3 puisque tu rajoutes Obi-Wan, mais donc il y a les actions en parallèle de chacun sa créature. C'est ce que fait la salle du trône avec chacun sa merde, quoi. Chacun ses gardes prétoriens. Et le fait que l'autre s'inquiète pour sa copine, mais qui est tout à fait capable de se débrouiller toute seule, comme le rappelle Obi-Wan à Anakin, et comme Kylo en a conscience en regardant Rey, en fait. Donc il y a ça qui est présent. Après, évidemment, ça se mélange avec Mustafar, ce que tu as déjà dit, puisqu'il y a vraiment cette compression où tu passes de l'un à l'autre. C'est pour ça que c'est dense, c'est vrai que c'est compliqué, mais n'empêche que les parallèles, ils y sont tout le temps. Pareil, le coup du cercueil. Ah bah oui. Enfin, je veux dire, encore une fois, c'est un couple qui devait se diriger vers la vie, et non pas vers la mort, puisqu'ils ont parcours inverse du couple Anakin-Padmé. Donc Padmé, la dernière fois qu'on la voit, c'est grosso merdo Anakin qui l'a envoyée à la mort, même si c'est plus compliqué que ça. Et donc on la voit effectivement, c'est son dernier voyage dans un cercueil, et Ryan avait bien insisté pour que l'espèce de truc de sauvetage sur le Faucon Millenium ressemble le plus possible à un cercueil. Sauf que Rey, quand elle se place dans ce cercueil, ce n'est pas parce qu'elle est morte, c'est un trajet pour la vie, c'est un trajet pour ramener l'être aimé du côté lumineux. Ah bah c'est un module de sauvetage. Dans tous les sens du terme. Et elle part vraiment sauver son homme. Donc, encore une fois, les plans sont très proches les uns des autres, mais la thématique est inversée, le message est inversé, puisqu'encore une fois, le parcours de ces 2 couples, normalement, est inversé. Mais c'est pas anodin du tout. Il a vraiment fait chier, Ryan, son équipe de prod, etc., les constructeurs sur le tournage, pour qu'ils lui fassent un cercueil, que ça ressemble vraiment à un cercueil. Donc il y a quand même cette volonté de renforcer visuellement les parallèles entre Rey et Padmé. Oui, même si c'est vrai que dans la scène de Mustafar, Padmé venait essayer de sauver son mari. Alors bon, c'était de mal barré parce qu'elle avait quand même été assistée avec ses 3 PO déjà. Tu te dis, t'as plus l'embrouille. Si c'est ça l'aide que tu as, plus l'autre qui s'est glissé en contrebande là derrière, bon, elle échoue. Alors tu dirais, Rey échoue également, mais ça se termine pas pareil puisqu'elle ne meurt pas, donc ce qui laisse une chance à. Et aussi le fait que, parce que tu disais, la scène du cercueil, bon, c'est vrai que t'avais normalement
une scène en parallèle entre la mise au tombeau de Padmé et la mise au tombeau d'Anakin dans l'armure de Vador. Ce qui était une jolie chose qui était faite dans la prélo, malgré le no pas nécessaire de la fin. Mais c'était en soi un très beau parallèle. Visuellement, c'était magnifique. Alors là, Ryan, il le déconstruit parce que tu l'as en 2 temps. Parce que tu as effectivement Rey qui va dans le module de sauvetage / cercueil, donc essayer de sauver son fiancé, on va le dire comme ça. Donc ça, c'est la première partie de cette scène. Et la deuxième partie, tu l'as dans la scène finale de Crate, sur le dernier Force Bond, au moment où Kylo est au tombeau, comme Anakin était mis au tombeau, sauf que lui, on le met pas dans un masque, il a plus le masque, hein. Merci JJ de nous l'avoir remis, le masque, il n'est plus là. Et les yeux qu'il lève, au moment où on avait le regard d'Anakin qui va se faire enfermer, et la dernière chose qu'il voit, c'est le masque qui va lui tomber dessus, alors que sa femme est en train de crever en parallèle. Là, lui, il regarde l'autre, qui, lui claque la porte au nez pour lui dire, mon gars, va falloir faire mieux la prochaine fois, mais l'espoir est encore présent. Notion clé dans Star Wars, rien n'est mort, puisqu'on n'est pas sur la conclusion. Non, c'est la fin du 2e acte, donc forcément, ils sont encore tous les deux en vie, ils sont jeunes, ils vont fatalement se recroiser et la force y veillera. Bon, il restait encore un film pour aboutir à ça. Donc, Et puis comme on l'avait souligné aussi, quand il y a sur une pièce en 3 actes ou un récit en 3 actes, quand il y a union à la fin du 2e acte, il y aura séparation à la fin du 3e. Quand il y a séparation à la fin du 2e acte, il y aura union, alors voire communion en l'occurrence pour Kylo et Rey, à la fin du 3e. C'est la base des rythmes de construction d'un récit. Encore une fois, on est sur 2 couples qui ont des parcours inverses. Anakin et Padmé commencent comme des alliés, ils finissent comme des ennemis. Kylo et Rey commencent comme des ennemis, ils finissent comme des alliés et comme un couple. Donc il y a un croisement total et comme tu l'as ressouligné tout à l'heure, ce croisement il est aussi manifesté par toutes les astuces possibles en termes de visual storytelling, de choix de plans, de montage, de cadrage, etc. Encore une fois, Ryan, c'est des choses qu'il maîtrise très très bien et qu'il ne laisse pas au hasard. Pas de ça, parce que dans le plan, si on parle sur les 2 mises au tombeau, Anakin, Ben, Kylo, si tu veux, dans le bunker de Crète, la lumière perce derrière, ce qui n'est pas le cas dans le plan très très noir de la salle où Anakin se fait modifier, transformer en fait. C'est un fond complètement sombre. Tandis que là, on est vraiment dans une lumière qui pointe, qui perce, qui est à la fois derrière lui, mais aussi devant lui par la force des choses, dans la mesure où il regarde vers Rey, qui elle est en pleine lumière. Oui, parce que finalement, la seule lumière qui va éclairer le visage d'Anakin au moment de sa mise au tombeau, ça va être la lumière très froide de cette table d'opération dégueulasse là. Et puis la lumière rouge qui va émaner de son casque en fait, les yeux rouges de son casque, ça va se refermer sur lui. C'est la seule lumière qu'il verra à présent. Il verra tout à travers ce filtre rouge. Voilà, son regard sur le monde, ce sera ça. Alors que Ben, la lumière est derrière lui et Rey est devant lui. Donc, quoi qu'il arrive, la lumière est autour de lui. D'autant qu'il se fait enfermer pas seulement par l'armure, par les paroles de Palpatine qui lui annoncent que, en fait, elle est morte et tu l'as butée. Bon, ce qui n'est pas vrai, mais c'est une forme d'armure, c'est une camisole psychologique, on va dire. Ça l'enferme dans l'idée que, noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir, littéralement. Tandis que pour le coup, pour Ben, il y a eu les paroles de son oncle, sur lequel on reviendra après, donc il lui dit, c'est pas fini l'histoire, mon gars, on se reverra, c'est pas fini avec Rey non plus, bien qu'il ait dit, je vais anéantir tout, que dalle, on a bien vu comment tu te comportes juste après, t'es un petit toutou, je veux bien me reprendre, s'il te plaît, et elle est vivante, elle n'est pas morte, sa mère non plus, l'espoir est encore là pour lui. Bien sûr, tant qu'elle est en vie, c'est good quoi. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, littéralement, à ce stade du récit. Je me souviens qu'il y avait beaucoup de rélos qui étaient très inquiètes entre le 8 et le 9. Et en fait, fallait pas, parce que justement, ce dernier Force Bond remet bien en place ce qui sous-tend la dynamique
entre Rey et Ben Solo, parce que là c'est Ben Solo qui est il est plus aveuglé par la colère, par le côté obscur, par cette incarnation, ce personnage qu'il a créé, qui est Kylo Ren. C'est vraiment Ben Solo qui est au fond du trou, quoi, et qui donc ne peut que se relever. C'est pour ça, quand on avait vu l'ascension de Skywalker, pour nous il ne faisait aucun doute que ce serait l'ascension de Ben Solo, le dernier des Skywalker. Passons. Pour rester dans ce bunker aussi, et là je vais faire référence à un méta que tu avais écrit, qu'on a déjà mentionné, c'est le parallèle visuel magnifique entre un des plus beaux plans de la prélo, qui est le moment où Anakin, avec les clones, rentre dans le temple Jedi pour le vider de ses occupants, pour buter tout le monde, y compris les enfants, et le moment où Kylo arrive avec ses Stormtroopers dans la grotte de Crate, pour attraper ceux qui se sont enfuis, mais évidemment, il n'attrape personne parce que Rey a mis tous ses petits piou-piou à l'abri, ce que Padmé n'a pas pu faire. Ça, tu l'avais bien relevé dans un de tes métas, et le fait est que visuellement, c'est vraiment très très fort, parce que tu as cette construction en parallèle, voilà. En même temps, tu as un environnement qui n'est pas le même, parce qu'il y en a un qui rentre dans un temple qui normalement accueille la lumière, et qui vient foutre le dawa et semer le chaos, et tu as un autre qui rentre dans une grotte, caverne, une tombe en fait, où il n'y a pas de lumière, en plus avec ces espèces au sol, tout ce détail apporté aux formations rocheuses, avec des espèces de veines de cristal rouge. T'as presque l'impression d'un seul coup que c'est de la roche volcanique, qu'il y a du magma en dessous. Ça c'est parfaitement voulu aussi, hein. Mais lui, il a déjà apporté le chaos dehors, mais à l'intérieur, il n'y a plus de mal à faire, il peut faire du mal à personne. Et ça c'était très très beau. Encore une fois, destinée inverse pour ces deux personnages masculins. L'autre destinée inverse, quand tu es dans le temple, c'est un parallèle que je vois qui est très joli aussi, entre le petit garçon qui se fait tuer par Anakin dans le temple, avec ce sabre qui se brandit devant lui, et le petit garçon au balai de la fin du dernier Jedi. Voilà, on avait le meurtre de l'innocence dans la prélogie, et on a l'espoir des nouvelles générations, la croyance dans le pouvoir de l'innocence et de l'imagination et cette confiance dans l'avenir d'un enfant qui est inspiré à devenir un Jedi, là où tu avais des enfants qui se faisaient trucider. C'était aussi un parallèle que je trouve assez fort. Il est très très fort. Quand on sait que Ryan a beaucoup hésité à conserver la séquence finale du dernier Jedi avec les enfants de Canto Bight, pareil, on vous renvoie vers l'épisode qu'on leur a consacré, c'est potentiellement une des raisons pour lesquelles il l'a quand même incluse dans le film. Puisque finalement, on clôture pas ce film sur la fine équipe, mais il y a cette scène très forte avec des enfants qu'on a appris à connaître, mais qui sont quand même d'Auguste inconnus, et puis d'un seul coup, tu te rends compte, ce petit gamin qui a rien, c'est pas un sabre laser, c'est un balai, mais au final, le potentiel, il est là, la relève, elle est là, en fait, quoi qu'il arrive. Quoi que les grands de ce monde fassent, il y aura toujours des gamins pour prendre la relève, en fait. Donc ça, c'était très beau, puisqu'effectivement, c'était nos futurs pour tous ces enfants dans l'épisode 3. Là, c'est tous les futurs sont possibles dans l'épisode 8. Toujours dans Amidala et Reylo en parallèle, je pense qu'on avait dû en parler dans Comprendre la Postlo, mais je le remets quand même au passage parce qu'il n'y a pas de raison. Le fait qu'il y avait le thème Across the Stars, à travers la galaxie, on va dire, et que ce soit là matérialisé, malheureusement pas par un thème pondu par John Williams, mais par une illustration à l'écran de se donner la main par-delà des mondes, quoi, de s'arriver à s'atteindre de l'autre côté de l'univers, enfin de la galaxie, pas de l'univers, mais au moins de la galaxie. C'est une très jolie illustration. Et le fait qu'on avait cette scène très belle des ruminations de Padmé, alors, elle a été un peu coupée dans le sens où c'était un peu présent. On a vu une scène où tu voyais Kylo en train d'attendre Rey sur le pont. Pendant qu'elle s'expédie là, et ça pratiquement ça reprenait ça finalement, parce que là où t'avais ce soleil couchant, c'est
perspective sinistre, hein, avec cette musique extrêmement perturbante, et bon, tu vois tout le chagrin de ces deux personnes qui vont bazarder leur relation, hein, à cause du climat politique et des angoisses et tout ce que tu veux. Néanmoins, il y a un lien qui s'établit entre eux, qui pourrait être de l'ordre de ce qu'on a avec la dyade, sauf que ça peut pas être le même parce que c'est tout le problème de la relation, comme on l'avait souligné, c'est qu'elle était déséquilibrée, puisque Padmé, oui certes, déchire sa race dans la guerre des clones. Attention, je ne critiquerai pas Padmé, j'ai appris ma leçon. Mais néanmoins, n'est pas sensible à la force et oui, a une présence politique et a un intérêt, mais c'est forcément déséquilibré. Elle peut pas le comprendre complètement et d'une certaine manière, il peut pas la comprendre non plus parce qu'il a une vision d'elle qui est idéalisée et qui est pas nécessairement la véritable Padmé, quoi. Mais il y avait néanmoins ce lien entre eux qui s'était créé, qu'on voyait illustré, qui était joli. Ah oui, cette séquence des ruminations de Padmé, c'est pareil, c'est une des plus belles séquences de la prélo. C'est vraiment magnifique. Et donc du coup, c'est vrai que c'est dommage que le Kylo, regardant par la vitre de la passerelle du suprématie, le cercueil dans lequel se trouverait escorté par des TIE Fighters, c'est dommage que ça n'ait pas été conservé au montage final parce que déjà c'est des plus beaux profils d'Adam Driver, je trouve. Photo magnifique. Il est particulièrement beau sur cette image. Ouais. Et puis il sait qu'elle arrive, il l'attend. Enfin voilà quoi, ça les rapproche au lieu de les éloigner ce moment-là. Parce qu'encore une fois ils sont en opposé avec l'autre couple. Donc c'est dommage qu'on n'ait pas eu ce visuel-là. Même le moment où il s'approche, parce que ça a été filmé, on le voit dans les behind the scenes, au moment où il s'approche du cercueil, finalement, Ryan a privilégié le point de vue de Rey. En fait, ça commence au moment où son escape pod s'ouvre, en fait. Oui, puis même juste après, il y a un petit échange... entre les deux. Ça flirtouille normalement. Oui, ça flirtouillait, c'est dommage parce que bon, voilà, du coup, c'est passé bouquin, à la trappe. Ouais. C'était déjà un film qui était assez long, c'est sûr. Bon, donc voilà, c'est vrai ce qui était joli dans la comparaison, c'était que donc encore une fois, il était face au noir absolu de l'espace, mais inversion, puisqu'après tu pouvais avoir après la nuit, après la pluie le beau temps, tu vois, après la nuit, revoilà le soleil. Hein, c'est ce que dit exactement Leia, ce qui est martelé par Holdo. Et du coup par Poe aussi dans cet épisode. Donc il y avait vraiment, c'était l'illustration de ça. Je crois aussi ce qui était intéressant dans le parallèle, c'était qu'effectivement, même s'il y avait visuellement le lien entre Padmé et Anakin, lui qui est au temple, elle qui est dans ses appartements au Sénat, en fait ces deux personnes, comme je l'ai dit, sont pas capables de communiquer. Même si on les voit regarder l'un vers l'autre parce qu'ils s'aiment, ils ne se comprennent pas et ils ne se connaissent pas. Et ce que n'ont pas Rey et Kylo, puisqu'ils ont accès aux pensées et aux sentiments de l'autre, ils ont une ligne directe, avec l'intimité la plus importante, et ce qui fait qu'ils peuvent pas se bullshiter l'un l'autre, ils peuvent pas se mentir, ils peuvent pas se tromper l'un l'autre en fait. Parce que tous les filtres ont sauté, en fait, c'est l'intimité la plus absolue. Et d'ailleurs, le problème de communication, c'est quelque chose qui revient dans le texte de l'épisode 3. George Lucas a voulu insister dessus. Tu as quand même plusieurs fois Padmé qui dit à Anakin, mais parle-moi, ne m'exclus pas, dis-moi ce que tu ressens, ou quand elle lui dit cette guerre des clones coïncide avec une impossibilité de communiquer, un échec en termes de communication et de diplomatie, et de s'écouter, etc. Il faudrait que la guerre s'arrête et que la diplomatie reprenne le pas. Et c'est là qu'il l'envoie bouler en lui disant t'as qu'à soumettre une motion au Sénat, et qu'elle lui dit mais qu'est-ce que tu me fais? Je crois que c'est la même scène d'ailleurs. Mais pourquoi tu dis ça, etc. Mais parce que l'autre il est déjà en train de lui retourner le cerveau, Palpatine bien sûr. Il refuse de remettre en cause Palpatine. Sans le savoir, il est déjà devenu son mentor. Le manque de communication, le refus, ça va encore plus loin, le refus de communiquer, c'est ce qui a aussi causé la perte de Padmé et Anakin, alors que nos loulous, Rey et Kylo, même s'ils veulent pas se parler, à un moment donné, c'est le troisième Force Bond, non mais je préférerais faire ça à un autre moment, etc. Ouais, moi aussi, mais en fait les gars, vous avez pas le choix, la Force vous connecte, c'est maintenant ou maintenant. Que vous le vouliez ou pas, que vous refusiez de communiquer ou pas, vous n'avez pas le choix. Je te remercie de remettre cette scène dans le viseur. Les textes. Voilà, d'une part, c'est ça nous permet de parler de ça, mais ça aussi c'est un rappel visuel de la prélogie, parce que je rappelle que c'est quand même George Lucas qui nous a collé Hayden Christensen torse-poil. Alors,
malheureusement, dans cette scène, une scène de cauchemar, lit conjugal, auberge des culs tournés, ça n'est peut-être pas exploité comme ça l'a été, mais je pense que ça n'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd, non, mais c'est pas tombé, c'était pas lettre morte, on va dire, au niveau du visuel pour de nombreuses jeunes femmes, pour jeunes Ryan, filles, j'ai cru comprendre, avaient des posters d'Eden Christensen dans leur chambre, voilà, que bon. C'était quand même le premier goodie de Star Wars qui était sur un garçon, alors que c'était quand même plutôt du côté des filles, en nous montrant des filles comme objet sexuel que Star Wars s'était imposé, entre Leia encore une fois, mais comme tu l'as dit, la poitrine frémissante de Padmé, ou son nombril... dans l'épisode 2. Dans l'épisode 2, c'est vraiment... c'est la fête à Padmé, oui. C'est presque du fétichisme à ce niveau-là. Oui, là, ils sont allés à fond. Tandis que dans le 3, c'est pieds nus enceinte dans la cuisine, couverte jusqu'au cou. Mais du coup, on a mis un himbo, tu vois, on a mis un garçon... à regarder. C'était la première fois que c'était fait, parce que je suis désolée, mais bon... Oui, certes, il y a des gens qui ont sûrement fantasmé sur Luke en débardeur, c'est possible. Luke en couche-culotte dans sa cuve de Bacta. Non, on ne juge pas, personne n'a pu fantasmer sur Luke en couche-culotte dans la cuve de Bacta. Écoute, moi, maintenant, avec le fandom Star Wars, je ne prends plus rien pour acquis. Raison. Je suis persuadée qu'il y a bien quelqu'un qui a fantasmé là-dessus. Après, c'est vrai qu'on avait un tout petit peu de début de poitrail de Han Solo et de la botte et du pantalon moulant, mais à part ça, il n'y avait pas grand-chose pour les femmes, ça c'est sûr. Si, Chewbacca était à poil. Littéralement à poil. Mais bon, c'était pas... Et là, on sait qu'il y en a qui ont écrit des fanfics sur du cul avec Chewbacca. Pour les furries, c'est parfait. Voilà, typiquement. Ça et les Ewoks, là c'est nickel. Même le Wampa, si tu veux. Et encore une fois, on ne juge pas. Non, je ne juge pas, mais je suis contente de jamais encore être tombée sur du cul avec les Ewoks. Alors là, je dois dire, j'ai été... parce que c'est pas ta cam. Oui, non, mais c'est ça. C'est pas ce que tu vas rechercher, parce que de toute façon, c'est pas ta cam. Sûrement. Ça ne nous regarde. Je sais qu'il y en a qui ont écrit plein de trucs avec Jabba. Déjà, alors plus rien ne m'étonnerait à partir de maintenant, mais ça c'est sûr. C'est dire comment on est devenu blasé. Hayden Christensen, torse-poil, écoute, il avait des arguments, même avec son bras mécanique. Bon, j'ai quand même un œil pour voir, j'ai fait des études d'histoire de l'art, je sais juger la plastique, y compris du corps humain. Bon, écoute, en marbre, il aurait eu de la gueule. Ouais, mais tu vois, ça n'a pas été exploité de manière... c'était pour les spectatrices ou les spectateurs qui étaient intéressés, mais c'était pas du tout traité de manière érotique, même de manière... Et parce que George, il sait pas faire. George, il sait pas faire dans l'érotique. Contrairement à Ryan, qui, comme tu l'avais déjà souligné, a certainement pourrait très bien faire carrière dans le porno chic. Oui, c'est vrai que là, le porno de la main, non, là, ça c'est Ryan tout seul. Dans la prélo, on les coupe et ça s'arrête là. Non, mais les gros plans de main, mais il faut qu'on fasse un épisode spécial main, mais les gros plans de main sont pas utilisés exactement pareil. La main est très importante dans Star Wars, mais elle est pas traitée pareil quand elle est traitée chez Ryan. Voilà, c'est tout. Non, là il amène vraiment son twist bien à lui, sa patte. Ah, c'est sa patte, littéralement la patte, oui. Oui. C'est ça. Il met la patte à la main ou la main à la patte, c'est comme tu veux. Je pense que les exemples sont suffisamment nombreux et en cherchant bien, on pourrait en trouver encore d'autres, mais pour montrer que déjà à ce niveau-là, sur les parcours inverses, on va dire, des deux couples et des personnages, il a mis le paquet, il a vraiment regardé la prélo avec beaucoup d'attention et je pense beaucoup de plaisir et il lui a rendu hommage vraiment de toutes les façons possibles, c'était vraiment super bien fait. Je vais en placer un dernier tu parlais du Force Bond 2 là. Sur le fait que, justement, dans la scène sur le lac, t'es face à de la flotte. Et on va dire que l'épisode principal des prémices de l'amour entre Amidala se passe dans une zone humide. Et pareil, c'est là ces zones humides également. De toute façon, l'autre, elle est tout le temps mouillée sur Arto, elle est mouillée pendant tout le film. C'est pas compliqué. Et ça ne dérange pas du tout, Kylo.
Absolument pas. Pas du tout. Lui, carrément tout huilé, lui, donc c'est pas grave. Ah, mais sur des terrains glissants, là, pas de problème. Et après, ils sont couverts de sueur tous les deux. C'est très érotique, hein. Encore les cheveux mouillés de la salle du trône, vie, c'est tout un poème. Ouais, c'est érotique, hein, tout simplement, là où George, c'est pas vraiment. Nous, on n'a pas été très éroticisés c'est sûr, par l'épisode 2, hein. C'est le seul où tu pouvais l'être. Non. Le 1, c'est des gamins. Le 3, ils sont mariés et c'est plus la fête à la cafette. Mais dans le 2, qui est censé être l'explosion d'ovaires, alors je ne vais pas... comment on va dire, je juge pas. Il y en a sûrement plein qui sont... mais, ouais, non, ça n'a pas été... ça m'a pas émoustillé, moi. Hein. Du je tout, t'avoue non. que ça m'a plus... ça m'a plus fait marrer qu'autre chose. Même si, encore une fois, il y a des bons moments et Ryan les a intégrés dans sa réflexion, dans son film. Il les a sublimés, voilà, je vais te le dire. Sublimés sur le table. C'est pas seulement la prélogie est subliminale, je dirais la prélogie est sublimée. Et c'est pour ça que, vraiment... Moi, ça m'a réconcilié avec la prélo, toi aussi, parce que sur cet aspect-là, il a fait un gros travail. Et puis, c'est un hommage au travail de George Lucas. C'est pas du tout un doigt d'honneur au travail de George Lucas, qui d'ailleurs avait beaucoup apprécié le dernier Jedi, notamment parce qu'il proposait quelque chose de nouveau et puis il faisait avancer la franchise dans la bonne direction, en tout cas dans une direction qui n'était pas celle de la nostalgie pour la nostalgie. Et donc, du coup, c'est vrai que Ryan, il aime la prélogie. Et il a voulu complètement l'intégrer dans son film. Et du coup, inclure dans son propos tous les fans de la prélogie. Ce qui n'était pas le cas nécessairement de l'épisode 7. Ah non, parce que l'épisode 7, c'est que c'est sur l'épisode 4. Donc, on le sait bien, c'était copié-collé sur l'épisode 4. C'est le premier, depuis le rachat Disney, qui a vraiment eu à cœur d'inclure les fans de la prélo et la prélo tout court dans le discours, dans le déroulé de l'histoire, dans l'héritage familial, vraiment la notion d'héritage, il est en plein dedans. Il n'a pas du tout fait un doigt d'honneur, que ce soit aux fans de la trilogie d'origine ou de la prélo, qui n'était pas encore tout à fait revenue en odeur de sainteté, la prélogie à ce moment-là. Elle a trouvé ses lettres de noblesse depuis quelques années, mais c'était pas le cas à l'époque. Hein. Contrairement au double doigt d'honneur de J.J. Abrams, qui quand même ouvre le 7 avec 1, et qui, je dirais, finit le 9 avec un autre. Donc, je constate. Même le fait que dans cette séquence du lac de Côme, on l'avait rappelé justement sur Comprendre la postlogie 3, tu avais, alors dans un grand moment de what the fuck et de génie comme peut avoir Lucas des fois, il y avait cette image du yin-yang dans un nuage. Sur cette séquence-là. C'est repris pour le coup par Ryan, qui a fait ça tout seul comme un grand dans son coin, avec le Prime Jedi, qui est, encore une fois, comme on l'a dit, tout le temps derrière, sans que ce soit dans ta gueule, parce qu'il n'y a pas des gros plans appuyés, c'est pas vu du dessus, personne n'en parle, enfin, je veux dire, c'est censé être juste un élément de décor, mais de la même manière que si tu clignes les yeux, t'as pas vu le nuage yin-yang, qui devrait être à la base de toute la réflexion de Star Wars, et de la thématique entre l'ombre, la lumière, et le fait qu'il faut que ça coexiste pour que ce soit intéressant. C'est là, présent tout le temps, si tu veux. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la notion d'équilibre, qui n'a pas été comprise par les Jedi, qui n'a donc pas été assurée par Anakin, et qui est en revanche le propos, normalement, de la postlogie. Et finalement, ce que propose Kylo, qui est un nihiliste pur jus, au moment où il fait sa déclaration à Rey, où il lui demande de régner avec lui, etc., c'est oublie les Jedi, oublie les Sith, oublie toutes ces conneries, proposons quelque chose de nouveau, sortons des nomenclatures, sortons des oppositions factices, de tous ces raisonnements fallacieux qui nous ont poursuivis jusque-là et qui finalement ne reflètent pas la réalité et surtout ne peuvent pas assurer l'équilibre de la Force. Et la Force, cette mère maquerelle, elle les a choisis tous les deux pour assurer son équilibre. Le Prime Jedi, c'est eux aussi. C'était planté les fois d'avant avec ces deux-là. C'est dit, ce coup-ci, c'est la bonne. Et Kylo, intuitivement, même si c'est à travers ce regard nihiliste et ça peut pas se faire tel que lui le propose, il a quand même compris qu'il fallait dépasser toutes ces dualités. Et c'est ce que les Jedi qui ont endoctriné Anakin n'avaient pas compris. En fait, parce que moi, ça m'a toujours fait marrer cette ligne de dialogue d'Obi-Wan. Seul un Sith parle on peut penser en absolu. de façon absolue.
Tu te fous de ma gueule ou quoi? Vous vous êtes regardés les Jedi, vous valez pas mieux, vous aussi. Enfin, tu sais, c'est comme la phrase, y a que les cons qui changent pas d'avis, ça a toujours été mon avis. C'est exactement ça. Mais voilà, enfin, je veux dire, c'était vraiment l'hôpital qui se foutait de la charcuterie, quoi. Obi-Wan, ta gueule, en fait. En fait, ta gueule. Parce que ce soit les Sith ou les Jedi, ils raisonnent en termes d'absolu. Et tu peux pas aller vers les extrêmes si tu veux assurer l'équilibre. À un moment donné, c'est pas possible. Il faut se rencontrer à mi-parcours. Et c'est précisément ce qui était proposé dans la postlogie. Et ce que Ryan mettait en avant dès la première leçon de Rey, en fait, qui a lieu juste après le premier Force Bond. Hasard? Je ne crois pas. Non, mais c'est important ce que tu rappelles sur le fait qu'il voulait sortir des nomenclatures, ce que Anakin n'aurait pas été capable de faire. D'abord parce que je suis pas sûre que ce soit quelqu'un de très intelligent. Et pour le coup, lui, il est passé d'un extrême à l'autre. Tu parlais des extrêmes, donc du fait d'avoir été biberonné depuis l'enfance. Parce qu'ils ils se recoupent, mais ils ont une vie complètement différente, Anakin et Ben. Que y ait un enjeu là-dessus d'équilibre entre les deux et de parallèle, c'est sûr, mais c'est pas du tout, ils ont pas mangé à la même soupe, parce que Anakin, lui, a été biberonné chez les Jedi dans l'idée que c'était bien, les Jedi. Pas de problème. En fait, le problème, il est arrivé que quand maman est morte et après, il s'est inquiété pour Padmé. Mais disons, pendant 12 ans, 15 ans, je sais pas, de sa vie, il y avait aucun souci dans son univers. Il était très clair, très propre, il savait où il allait. Tandis que petit Ben, lui, qui était biberonné chez les Jedi, plus ou moins, enfin, par son nom, chez des héros de la galaxie, Oui, mais dans le même temps, il était ciblé depuis l'enfance par Palpatine, Snoke, enfin voilà, on va faire les deux. Lui, il avait sans arrêt conscience de cette dualité et il fallait qu'il arrive vaguement à garder un brin de raison, vraiment de santé mentale dans ce foutoir. Et lui, il savait très bien qu'il n'y avait aucun des deux qui était correct là-dedans. D'autant que c'est très très fort quand il dit devant le masque fondu de Dark Vador qu'il ressent encore cet appel de la lumière dans l'épisode 7, là où Anakin, lui, il ressentait l'appel du côté obscur. Donc c'est là aussi, c'est le parcours complètement inverse. Au moment où on les rencontre, en fait, Anakin, il va de plus en plus être tenté par le côté obscur pour les raisons que tu as évoquées. Ben, lui, il a été harcelé par le côté obscur alors qu'il vient du côté lumineux. Et malgré tout ça, malgré la corruption de Snoke, etc., il est jamais complètement corrompu puisque il a toujours cette étincelle, cet appel de la lumière qui le lâche pas et qui fait que, enfin, je veux dire, ça a été tellement martelé que il est coupé en deux. Il est écartelé entre ces deux forces et à un moment donné, il dit mais merde, j'en ai marre en fait. J'en ai marre, je veux pas avoir à choisir, tout ça c'est du bullshit, il faut qu'on dépasse tout ça en fait, trop d'un côté et trop de l'autre, c'était de la merde, créons quelque chose de nouveau, ça tombe bien, j'ai ma dyade, le gros mot n'avait pas encore été lâché, mais enfin clairement tout ce que Ryan a mis en place, c'était évident qu'on partait sur, nous on employait le terme d'âme sœur, parce que voilà, le terme dyade n'existait pas encore, j'ai mon âme sœur, cette femme que j'aime et qui est mon égale, ce qui est martelé aussi dans l'épisode 8, là où comme tu l'as dit, dans la prélo, le déséquilibre dans la force entre Anakin et Padmé, et c'est jamais dit dans le texte, mais c'est tellement patent, enfin je veux dire, voilà quoi. C'est pas étonnant que Kylo Ben Solo se dit, mais en fait, je veux construire autre chose avec cette jeune femme, qui est l'autre moitié de moi-même. Anakin n'était pas nécessairement torturé, il est passé de ça se passe pas bien dans la cantine où je suis, donc je vais essayer l'autre cantine en face pour voir si ça se passe mieux, parce que c'était un petit peu son problème. Après il y a le fameux parallèle qu'on adore toi et moi depuis le début, enfin qui est la Bible des Rélos, c'est-à-dire Anakin il aimait la fille jusqu'à ce qu'il veuille le pouvoir et Kylo il s'intéressait au pouvoir parce qu'ils se discutent jusqu'à ce qu'il aime la fille. Donc la question de un qui est tombé, alors c'est pas tout à fait exactement ça, parce que si tu réfléchis, l'un voulait est tombé du côté obscur pour vouloir sauver la femme qu'il aimait. Donc encore une fois, logiquement, l'autre allait quitter le côté obscur pour la femme qu'il aimait. C'est un des rares trucs qu'ils ont fait bien dans l'épisode 9, c'est qu'effectivement, Kylo a disparu et Ben Solo est revenu du côté lumineux pour sauver la femme qu'il aimait. Oui, c'est ce qu'ils te disent maintenant sur le fameux, il a réussi à sauver la femme qu'il aimait, ce que n'a pas pu faire Anakin. Sauf que
ça a pas de sens parce que soit dans le premier où il aurait pas fallu non plus, en admettant que ça aurait été juste une trilogie à part, etc. Tuer un homme jeune, c'est compliqué quand il peut. Voilà. Alors la différence, c'est qu'il avait déjà fait des enfants. Alors je sais, certains n'aiment pas ça parce que la fin de la vie ne devrait pas être d'avoir des gosses, mais enfin encore une fois dans un conte de fées et c'est une symbolique. Donc au niveau de la symbolique, si, c'est une saga familiale. Voilà. Ça se veut comme une saga familiale. Donc il faut un héritage et l'héritage tu le passes à qui? À tes héritiers. Donc il faut qu'il y ait des enfants. Donc une fois que t'en as, tu peux être dessoudé. C'est moche, mais c'est comme ça. Dessoudé ou castré symboliquement. Oui. Mais dans le cas de Ben et de Ray, là encore une fois, nous ne sommes pas dans une circonstance très équilibrée puisque on a buté un homme jeune qui n'a pas eu le temps de laisser une descendance. C'est même pas lui qui a vengé sa famille et qui a amené le truc full circle. Donc c'est pas lui non plus qui a dit tu peux prendre mon nom. Même ça. C'était pas son nom, parce qu'en plus, techniquement, c'était un solo. Mais quand même, c'était quand même son héritage Skywalker. Donc, puisque même Palpatine l'a baptisé comme ça juste avant de le jeter dans le gouffre. C'était, oui, quand dernier même. Skywalker. Ça aussi, c'est le dernier Skywalker, hein, pour ceux qui n'avaient pas suivi. Même Palpatine est d'accord. C'est le dernier Skywalker. Ah oui, parce qu'il sait lire un arbre généalogique qui est pas très compliqué. On vous renvoie vers nos dramas chinois où c'est quand même tout de suite beaucoup plus compliqué avec les harems impériaux. Et pourtant, on s'en sort. Oui, mais c'est un truc que dit Luke aussi, c'est-à-dire que Ben, mon neveu, le fils de Leia, le seul fils de Leia, donc bon, hein, c'est l'enfant de la famille, hein, c'était l'enfant chéri de la famille, hein, avec ce puissant sang des Skywalker. Donc là, tu as aussi l'ancrage de Kylo dans l'héritage Skywalker, et c'est peut-être à ce moment-là que ça se rapproche le plus dans le texte, le parallèle entre Kylo et son grand-père. Parce que, paradoxalement, dans l'épisode 8, tu n'as plus Kylo qui parle de son grand-père, c'est Snoke qui parle de son grand-père pour dire « Hélas, tu n'es pas un nouveau Vador ». Et c'est là qu'il défonce son masque, ce qui est hautement symbolique. Et tu ne le vois plus parler au masque fondu de son grand-père, qui va réapparaître comme par miracle sur un piédestal dans l'épisode 9, etc. Donc c'est le moment où il est censé dépasser cet héritage du grand-père, et tout en multipliant les parallèles visuels, etc., les rappels visuels et thématiques à Anakin, pas à Vador, hein, à Anakin, Ryan a complètement évacué de l'épisode 8 les rappels à Vador. Si ce n'est cette remarque de Snoke qui est là pour montrer que justement Kylo c'est pas Vador. Pourquoi ? Parce que Kylo c'est Anakin à l'envers. Ça peut pas être Vador, forcément. C'est intelligent aussi ce qu'il a fait. Il a réussi à vraiment twister le truc. Oui, puis il a aussi twisté autre chose qui était un parallèle intéressant, c'est-à-dire de reparler du sang. Et pas en midi-chlorien. Il y a la notion d'héritage, mais le sang, le côté mystique du sang, ça m'a plus fait penser à comme la façon dont on évoquait le sang avant de connaître toutes les histoires d'hérédité génétique, de génome, etc. La métaphore pour symboliser l'hérédité physique, etc., les constellations familiales, ce que tu veux, c'était le sang. Voilà, c'est le fluide corporel qui symbolisait tout ça. Et c'est, je pense, dans ce sens-là qu'il est utilisé dans le dernier Jedi. Mais effectivement, tu n'as plus cette espèce de jargon pseudo-scientifique des midi-chloriens, ce qui fait que Ryan, y compris dans ce choix de vocabulaire, réhabilite le côté mystique de la Force, y compris dans l'héritage Skywalker. Parce qu'on n'a pas le conte de midi-chloriens dans le sang de Luke, de Ben, de Leia, on s'en fout en fait. Donc c'est une façon de remettre la famille au centre du propos, en lien avec la Force, et de façon mystique, puisqu'il emploie le terme le sang si puissant des Skywalker, presque comme s'il parlait d'une royauté européenne. Voilà, c'est des termes qu'on aurait pu retrouver dans des textes médiévaux. Hein, Justement, tu parles de royauté. T'as la question de génération, mais c'est pas que la royauté, c'est pas que sur le sang précieux, c'est aussi sur un truc très très concret qui est la génétique. Ce que tu passes. Il y a un terme qui est intéressant aussi et qui va avec le côté très sexuel de cet épisode, qui est le moment où t'as Snoke qui dit la graine, je vais dire celle-là, mais ça pourrait être quasiment the seed, c'est à la fois une graine, c'est la germe, semence, c'est le sperme aussi, hein. C'est la semence des Skywalker vit encore, et à ce moment-là, c'est Ben qui est à l'écran.
Et quand on reparlait de la mise au tombeau à la fin sur Crête, il faut penser à, pour qu'une graine germe, il faut la planter dans la terre pour qu'elle pousse. Or, jusqu'à présent, Ben était présenté comme la mauvaise... Enfin, Kylo, c'est la mauvaise graine des Skywalker. C'est le chien dent qui peut revenir dans la lignée, etc. Bon. C'est la pomme tombée loin de l'arbre. Oui, oui. Enfin, en l'occurrence, non, elle est vraiment tombée près du pommier parce que il est vraiment tout à fait logique dans sa famille, en fait, vu les cas qu'on a. Ah, putain, quel héritage. Oui, c'est ça qu'il faut voir. Qu'est-ce qui se passe, c'est que tu vois finalement Rey, d'une certaine manière, qui va peut-être contribuer à faire germer cette graine qui a été mise en terre, mais qui a été bien arrosée pendant l'épisode, on le rappelle, qui a eu de la lumière. C'est ce qu'il faut pour une plante, il faut de l'eau et de la lumière, et beaucoup d'amour. Et donc il a les trois qui lui sont donnés dans l'épisode, et quand on le voit à la fin mis en terre, c'est mis en terre pour renaître et pour peut-être donner une... voilà, parce qu'on t'arrête pas de te marteler dans cet épisode, le fait du retour de la lumière, du retour de la vie, du retour à la nature, puisqu'on l'a également visuellement de plein de façons sur un retour à la nature, et ça c'est présent, cette graine doit germer, cette semence doit germer. Potentiellement, ils doivent aussi niquer et faire des bébés, tu vois. C'est également ça qui est derrière. Déjà, symboliquement, c'est ce qu'on a vu à l'écran, donc dans l'épisode 8. C'est en parallèle avec la première leçon de Rey, puisque voilà, tu vois une plante germer sur Arto au moment où elle a ses visions pendant sa méditation de la force. Et puis, encore une fois... Kylo, il est toujours en vie à la fin de l'épisode 8, je veux dire, il est entier, il y a ça aussi, c'est-à-dire que Ryan a résisté à la tentation, c'est même pas une tentation, c'était complètement logique que Kylo soit le seul Skywalker à pas perdre un membre, parce que c'est l'opposé de son grand-père. Il n'a pas été amputé, lui. Il est parfaitement entier. Alors certes, ses émotions sont en vrac. Voilà, donc à la fin de l'épisode 8. Mais il est complètement indemne physiquement. Donc là aussi, c'est l'inverse d'Anakin qui commençait déjà à se transformé en machine dans l'épisode 2, et c'est très très appuyé au moment du mariage avec Padmé. C'est parce qu'il va attraper les mains en chair de Padmé avec certes sa main de chair mais aussi sa main robotique, et c'est sur celle-là que George Lucas a mis le focus. Donc c'est censé nous mettre mal à l'aise quand même, c'est pas naturel, il y a déjà un truc qui cloche. Et évidemment il est transformé en machine à la fin de l'épisode 3, au moment où la mort de leur couple, la mort symbolique d'Anakin Skywalker est consommée. Ben, malgré tout ce qui s'est passé, etc., tout ce qui aurait pu partir en cacahuète dans la salle du trône ou rien, il est toujours entier. Rey lui a pas coupé de membres dans l'épisode 7. Dans l'épisode 8, il est toujours indemne. Donc ça aussi, ça aurait dû nous mettre des puces à l'oreille. C'est quand même bizarre qu'un Skywalker, si tant est qu'on ait compris que c'était un Skywalker, bien sûr, si t'es dans le déni total de son arbre généalogique, c'est un autre problème. Et c'est ça. Tiens, un Skywalker qui s'est pas fait couper la main dans le deuxième film de sa trilogie, parce que Luke aussi s'est fait couper la main dans l'épisode 5. Je pense que c'est un choix délibéré de Ryan. Il dit non, Ben Solo n'aura pas le traitement habituel des Skywalker, parce que lui, justement, il revient vers la lumière, il est amené à poursuivre sa vie, donc une castration symbolique. Ça va être compliqué. Bon, même si son sabre se fait casser en deux, mais bon, c'est pas le sien exactement, parce que c'est celui de la lignée, et la lignée, elle a besoin d'être effectivement redémarrée sur de nouvelles bases. C'était vraiment l'idée du reboot, qui était présent. Nous, on n'arrête pas de redire renouveau, reboot, redépart, remise à zéro, sur de nouvelles bases. En fait, quand les gens disent Ryan a foutu le feu, alors oui, il a foutu le feu, mais c'est un feu salutaire, en fait, dans le sens où, alors d'abord, encore une fois, en utilisant absolument tous les codes de Star Wars, encore une fois, les gens qui disent non, c'est pas méta. Si, c'est méta, parce que là, on se focalisait sur la prélogie, mais en fait tu pourrais faire la même chose sur les rappels à la trilogie originale, parce qu'il y en a beaucoup. Donc quand c'est vraiment dense en termes de tous les échos qui sont faits là. Bon, là, nous c'est pas notre propos, mais tout ça fait symbiose avec en plus un respect de l'histoire, de l'arc de ces personnages qui doivent s'affranchir justement du passé et vivre leur propre histoire. Et c'était ça qui était important pour Ryan sur cet épisode, c'était à la fois rendre hommage à la
saga, qu'elle soit cohérente et qu'il y ait tous les éléments qui sont discutés, qui sont importants et qui sont représents, mais c'est également redonner de l'air aux personnages en effectivement foutant le feu pour leur redonner vie, repartir à zéro, quoi. Ne serait-ce que sur cette plaine là salée, déserte de Crète, justement, qui est excoriée, quoi, qui est mise à vif, griffée comme le personnage qui est lui-même mis à vif, pour après être réparé, cautérisé et repartir à zéro. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur le sabre. Ça, au moment où tu parlais, ça m'est venu, c'est que dans l'épisode 7, vraiment le sabre d'Anakin est traité comme Excalibur, donc on vous renvoie à notre épisode sur la légende arthurienne, c'est-à-dire que tu as l'impression que c'est une relique précieuse, sainte, etc. Il a cette espèce d'aura magique qu'il avait dans la trilogie originelle. Avant qu'on sache ce qu'Anakin avait fait avec. Donc, encore une fois, l'épisode 7 se réfère plutôt à la trilogie originelle, mais fait abstraction quasi complète de la prélogie. Dans l'épisode 8, Ryan garde à l'esprit qu'avec ce sabre, Anakin, il a massacré toute une tribu de Tusken, dans la colère, etc. Donc ça a été aussi l'outil de son premier vrai grand pas vers le côté obscur dans l'épisode 2, qu'il a massacré les enfants, les Padawan, dans le temple dans l'épisode 3. Donc c'est un sabre qui est souillé, en fait. C'est un héritage qui est souillé, qui n'est pas parfait et pur comme on pouvait le croire quand Luke en a pris possession dans l'épisode 4. Et qui s'est retourné contre son maître aussi. Tu peux dire aussi avec Obi-Wan, quoi. Il est souillé aussi à ce niveau-là. Ce sabre, il va être purifié finalement dans l'épisode 8. Son héritage est finalement double et beaucoup plus complexe que juste, oh là là, c'est l'arme mythique, machin, là. Faut voir ce qui a été fait avec, quoi. Déjà, Kylo va s'en servir pour tuer son oppresseur, pour tuer Snoke. Donc c'est une première forme de purification de cette arme. Ce coup-ci, il ne sert pas à tuer des innocents, mais un mastermind qui tue des innocents, et qui en a tué des milliards dans l'épisode 7. Un vieux pervers. Un vieux pervers dégueulasse. Et ensuite, en étant en bisbille l'un contre l'autre, Rey et Kylo détruisent non seulement le sabre, mais le cristal Kyber, qu'on saura jamais comment elle l'a réparé, la bibiche, hein, parce que réparer un cristal Kyber, c'est... Donc ça veut dire que cet héritage, il fallait à un moment donné l'atomiser pour passer à autre chose. Cet héritage qui est double, qui est à la fois valeureux, chevaleresque, etc., mais qui a aussi un passé beaucoup plus sombre, beaucoup plus nauséabond, dont il faut aussi se débarrasser, qu'il faut laisser derrière soi. Donc ouais, je pense que c'est aussi pour ça que Ryan a cassé le sabre de l'héritage en deux. Passons à autre chose. Ce sabre a eu sa vie. C'était celui d'Anakin, celui de Luke pendant quelques temps. Puis Luke a construit le sien. Et bien maintenant, la nouvelle génération construisait le vôtre. Et à la limite, moi j'aurais préféré que Rey, au début de l'épisode 9, elle n'ait pas rafistolé le sabre, soit à une lame comme elle l'a fait, soit qu'elle en ait fait un truc à 2 lames, comme on le pressentait, vu les parallèles avec Bastille Lachane, mais qu'elle ait trouvé son propre cristal et fabriqué son propre sabre. Allez, cet héritage-là, il est derrière nous maintenant. Oui, parce que c'était reconnaître qu'il y avait un fond malsain et qu'il fallait justement, encore une fois, repartir de zéro, changer les choses, épurer. C'était ça l'idée. Même dans l'affrontement, finalement, on n'en a pas encore parlé, qui est également en parallèle, finalement, l'affrontement entre Luke et Kylo, en parallèle avec l'affrontement entre Obi-Wan et Anakin, sur le fond rouge est pas le même, il y a un fond quand même, les rappels sont évidents entre les deux, il y a des positions inversées, mais là, t'avais quelqu'un qui crachait sa haine, des deux côtés, hein, et là, c'est pas du tout la même position, là, c'est quelqu'un qui accepte de dire, je me suis trompé, je sais qu'Obi-Wan finit par le dire, oh là là, je t'ai failli, etc. Mais il le dit pas tout de suite, c'est pas la première chose qui sort, c'est une fois que l'autre, il est à terre, avec les 4 membres coupés, que je suis désolée, t'étais mon frère, je t'aimais. Oui, mais avant, t'aurais peut-être pu lui dire, en fait. Mais c'était pas de la contrition, hein, c'était vraiment de la déception. Il crachait sa déception à la gueule. Avec une part d'ego, hein, parce que c'est comment t'as pu me faire ça à moi.
Exactement. Il est dans l'ego et il n'a plus une once de compassion pour cette personne qui est en face de lui, qui était comme son frère, effectivement, qu'il aimait, qu'il aime sans doute toujours. Il ne l'achève pas. Il l'a mutilé atrocement, l'autre, il est en mode barbecue. Il ne l'achève pas. Il lui crache toute sa déception à la gueule. Il lui en remet une couche, littéralement. Et après, il se casse en se disant, de toute façon, là, il va crever, etc. La démarche de Luke, quand il affronte finalement son padawan qui a mal tourné, déjà, il a mal tourné à cause de Luke. Quand Luke dit à Kylo « I failed you », donc c'est exactement la même ligne de dialogue que ce que dit Obi-Wan à Anakin. Il le dit vraiment, il y a vraiment de la contrition, tu le sens, il est vraiment désolé d'avoir fait ça à son neveu. Il lui demande pardon et il est en train de donner sa vie pour l'aider à guérir. Donc il n'est pas du tout venu de la même manière, avec les mêmes intentions, pour affronter son padawan, qui là n'était pas comme son frère, mais c'était littéralement son neveu, donc sa famille, dont il a contribué largement à la chute en fait. Donc là aussi, il y a un lien évident entre les deux affrontements, tu as raison de le dire, mais les motivations des personnages, la façon dont la relation maître à apprenti est explorée, ça n'a strictement rien à voir et ce n'est pas du tout censé avoir le même résultat sur l'apprenti et la suite de son parcours. Au moment où l'affrontement se produit entre Obi-Wan et Anakin, c'est la fin du parcours, c'est la fin de la relation. Au moment où l'affrontement se produit entre Luke et Kylo, c'est encore un petit peu plus d'eau pour faire germer la graine Ben Solo, pour ramener Ben Solo à la lumière. Donc c'est pas du tout la même optique. Sur des scènes qui, d'un point de vue purement cosmétique, pourraient être considérées comme les mêmes, et en fait l'intention derrière n'est pas du tout la même. Ça rejoint ce qu'on disait depuis le début, c'est le gros point fort de tous les hommages et de toutes les références que fait Ryan à la prélo. Même si t'as une arrivée qui est quasiment similaire, dans le sens où du point de vue de Kylo, il doit se dire que Luke, il est monté dans le faucon avec Rey et qu'elle l'a amené là, de la même manière que Anakin, il est vénère quand il voit Obi-Wan sortir en pensant que Padmé l'a trompé, l'a trahi, pas nécessairement l'a trompé, je sais bien que ça part sur une jalousie, machin, bon là ça n'est pas exactement le même propos, mais en tout cas au moins l'a trahi dans le sens où elle a amené quelqu'un qui va essayer de l'empêcher... qui a essayé de le détruire ou qui va essayer de le détruire. Ouais, c'est ça. Oui, qui a pu lui mentir et qui a pu aussi s'allier avec quelqu'un qui considère comme son ennemi d'une certaine manière. Et donc, finalement, t'as quasiment la même situation parce qu'en plus, Luke se fait quand même le plaisir d'affronter virtuellement, mais il le sait pas, Kylo avec le sabre de l'héritage, le sabre... C'est ce que j'allais dire. Voilà. Pourtant, ils devraient savoir que c'est pas possible puisqu'ils l'ont cassé juste avant. Ils sont tombés dans les pommes à ce moment-là, donc... Mais tu peux te dire que... Moi, sur le moment, ça m'a étonnée parce que je me dis, ok, le traumatisme de Kylo, il est quand même très fortement associé au sabre vert de Luke. Oui, le sabre de Luke. Or là, Luke, il se pointe avec le sabre de l'héritage. Normalement, ça aurait dû être la dernière fois qu'on voyait le sabre de l'héritage. Je suis désolée, mais... Et en fait, il le fait, je pense que... Parce que c'est une séquence d'affrontement entre les deux hommes, mais c'est une séquence de purification pour Kylo. Oui. On l'a déjà évoqué, c'était notre premier épisode des Traits Régisseurs. C'est une séquence de purification, c'est un moment de catharsis très nécessaire pour Ben / Kylo. Et donc, Luke est avec le sabre de l'héritage, cet héritage qui est quand même très très mitigé. On est à nouveau dans l'utilisation de ce sabre pour une forme de purification. Donc finalement, il va y avoir 3 purifications du sabre de l'héritage dans cet épisode 8. C'est quand même pas rien, quoi. Je pense que c'est aussi à la fois probablement pour recréer le lien, du sens où on est dans la même famille, mon gars, et aussi, justement, s'il était arrivé avec le verre, qui était la dernière chose qu'il a vue avant que l'autre essaye de le buter, ça lui en remettait une couche quand même. Donc peut-être que c'était une tentative aussi de... Bon. Et du coup, c'est vrai que Kylo, dans sa tête, ça a renforcé l'idée qu'il y avait collusion entre Rey et Luke Skywalker, que la femme qu'il aime et vient de le rejeter, s'est précipité pour rejoindre l'oncle qu'il avait trahi et qui l'a fait basculer du côté obscur. Avec dans les termes la même chose qu'Anakin avait fait, puisque Anakin commence à tuer, enfin étrangler, puisque la plupart de... Je pense que maintenant c'est pratiquement canon qu'il n'a pas nécessairement tué sa femme, mais que bon, c'est Palpatine qui serait allé...
puiser, enfin ça parle puiser là-dessus. dans la voilà, force vitale de l'un voilà, de l'une pour sauver peut-être l'autre. que c'est lui qui puisait, ou peut-être qu'Anakin inconsciemment puisait de l'autre côté, j'en sais rien. Néanmoins, en théorie, il l'a pas tué. Enfin, moi, je trouve ça un peu, c'est un point qui peut être contesté. Oui, c'est très très curieux quand même. Ouais, c'est très curieux. Mais c'est le moment où il est persuadé qu'elle est de mèche avec Obi-Wan, que là, il devient agressif vis-à-vis d'elle, puisqu'il l'était pas juste avant. Hein. Là, de la même manière, tu as Kylo qui, dans les termes, dit je vais détruire, je vais lui niquer sa race, machin, etc. Parce qu'il y a Luke qui est là en train de parler d'elle. Et est-ce qu'il aurait employé ces termes-là ? Je ne sais pas. Je suis pas sûre. Mais bon, ce qui me fait toujours marrer, c'est la réaction de Luke qui reste impassible, genre ouais, c'est ça, ouais. Ouais, bien sûr. Alors effectivement, dans l'épisode 9, à un moment donné, il essaie de la buter, ce qui est complètement con. Mais bref, façon, c'était bien la peine que Ryan crée les Force Bonds pour qu'il soit obligé de communiquer, qu'il puisse pas se foutre sur la gueule, pour que dans l'épisode 9, il ne fasse que se foutre sur la gueule à travers le Force Bond. Je referme la parenthèse. Il y a encore ce parallèle qui est fait sur deux mentors qui ont failli dans l'accompagnement de leur apprenti, en fait. Oui, mais avec une approche complètement différente, comme tu l'as dit. C'est-à-dire que Obi-Wan avait dit à Yoda « Je pourrais pas tuer Anakin », mais il est allé quand même le trouver, pas nécessairement pour sacrifier sa vie, mais s'il risquait sa vie, mais il se sacrifiait pas. Luke, quand il se projette sur Crate pour affronter son neveu, il sait qu'il se condamne à mort, et il sait également qu'il ne pourra pas faire le moindre mal physique à son neveu. Les combats, là aussi, sont en opposition totale, en fait. Et ça, c'était super intéressant. Alors moi, il y a un seul truc, du coup, où je suis très reconnaissante à Ryan de ne pas s'être inspiré de la prélo, c'est dans le traitement de Yoda. Il est pas allé choper le Yoda avec un manche à balai dans le derrière tout moche de la prélo. Excusez-moi les fans de la prélo. Il est allé choper le Yoda de l'épisode 5, le Yoda farfelu. Il est allé récupérer les moulages pour refaire exactement la même marionnette, etc. Et ça, vraiment, je lui en sais gré. Ah oui, il vaut mieux le Yoda de la trilogie que la prélogie, oui, ça c'est sûr. Ouais, voilà. Oui, mais ça fait partie de ces mélanges entre la trilogie et la prélogie, oui. Il a pris un peu le meilleur de ce qu'il voyait dans chaque trilogie, en fait. C'est ça. Au niveau des rappels, il y en a peut-être deux éventuellement que je verrais. Moi, c'était... Alors là, c'est plutôt sur l'arc de Canto Bight, dont on n'a pas vraiment parlé. Parce que, quelque part, dans le visuel, ça fait penser un peu à Naboo, avec ses formes rondes du casino. Le fait qu'on ait un monde avec des gens, avec des costumes, avec ce côté extravagant, que tu n'avais pas du tout dans l'épisode 7 qui était en mode guérilla. Et bon, la trilogie originale était, à part peut-être vaguement, mais c'était pas tellement développé sur Bespin, où tu aurais eu l'occasion d'avoir un monde un peu plus extravagant. Ça restait quand même très crado, quoi. C'était un univers, voilà. C'était quand même très puritain, très aseptisé. Alors, tu vois, sur Canto Bight, moi, c'est pas vraiment avec Naboo que je vois un parallèle, mais plutôt avec le Sénat, ou la scène qu'on a à l'opéra dans l'épisode 3. Parce que oui, tu as vrai. plusieurs espèces, dans cette espèce de hall, parce que c'est vraiment un hall entier arrondi comme ça qu'il a fait installer, Ryan, et plus on le découvre, plus on se rend compte qu'il a quand même une fascination pour l'univers du jeu, de l'argent, le casino, c'est pas déconnant, quoi. Ça fait partie manifestement de ses marottes. Des espèces différentes, super bien sapées, c'est l'élite. C'est l'élite de l'élite. Ce n'est pas l'élite politique dans un Sénat, mais c'est l'élite financière. C'est l'élite, on va dire, politique de façon officieuse. Donc moi, ça m'a vraiment fait penser à ces vibes qu'on avait dans le Sénat et puis à l'opéra. Oui, c'est important ce que tu dis avec la profusion d'espèces qu'on n'a pas vraiment. Il y en a quelques-unes, mais je veux dire, c'est vrai que là, tu avais quand même beaucoup de choses qui se passaient. Et donc, c'est vrai que tu retrouvais à la fois le côté Sénat, mais d'une certaine manière, moi, tu peux avoir aussi du côté Naboo aussi. Mais tu as raison qu'on voit des choses du Sénat dans ce truc-là. Il y avait aussi l'idée que lançait Anakin au début. Alors,
Certains diraient que c'était développé par l'épisode 9. Enfin, développé. Il n'y a rien qui est développé dans l'épisode 9. C'était mentionné dans l'épisode 9. C'est-à-dire quand Anakin et sa mère disaient au début ce qui manque à la galaxie, c'était d'aider les gens. Alors, certains fans de l'épisode 9 vont te dire que c'est très bien montré parce qu'à la fin, il y a tous les gens qui viennent aider les mains fortes. Bon, c'est une dernière seconde. Est-ce que ça résout le problème? Je ne sais pas. C'est tous les potes de Lando, hein. Ouais, voilà, la pool party. Mais à part ça, je trouve que justement, cet épisode qui sert à rien, soi-disant, la séquence de Canto Bight, montre cette question-là d'aider les gens. Là, finalement, Rose et Finn, déjà, il y a le fait qu'ils s'entraident, blablabli, et puis de cette prise de conscience de, il y a des gens à aider dans la galaxie. Et éventuellement, il y a des gens qui les aident. Ils se font aider par des gens. Il y a cette idée d'entraide puisqu'il y a les enfants qui viennent leur aider, leur venir en aide. Et des gens en apparence encore plus démunis qu'eux, en fait, oui. qui vont leur venir en aide. Et finalement, c'est la base de la rébellion, c'est exploré maintenant dans les séries Disney+, etc. En fait, la base des gens qui vont constituer la rébellion, à l'exception d'une poignée de sénateurs, de gens très très haut placés qui vont faire bouger les choses, c'est quoi? C'est les gens du peuple qui en ont marre d'être opprimés. C'est les gens de Férix dans Andorre, en fait. Et là, tu l'as déjà, tu as les prémices avec les enfants de Dickens sur Canto Bight. C'est important ce que tu dis, cette réflexion sur l'entraide, parce que finalement, le petit blondinet à la fin avec son balai, ça pouvait être Anakin qui était un esclave. Hein. Le môme, il a un statut d'esclave aussi à récurer les écuries des Faviers, en fait. Oh, visuellement, il rappelle beaucoup Anakin. Ouais, même dans son regard, qu'on avait comparé très justement aussi au regard de Ben sur Snoke. Hein, les deux se valent. Mais c'est toute la force du film de Ryan, c'est que il y a tellement de choses qui se passent, tu peux mettre tellement en parallèle avec différentes choses. Déjà, même dans l'univers intrinsèque de Star Wars, mais évidemment, avec d'autres films, avec d'autres choses, ça on l'a déjà fait, c'est bien pour ça qu'on finit toujours par retourner autour des Trésors du dernier Jedi, parce que c'est un puissant fond de réjouissance, hein, en fait. Je pense qu'on n'en aura jamais fait le tour, il est trop méta, il a trop de couches. Contrairement à Glass Onion, elles sont pas transparentes, hein, donc il faut vraiment le peler patiemment, avec amour, pour en extraire toute la substantifique moelle. Et le deuxième parallèle que tu voulais souligner, tu t'étais parti sur Canto Bight avec Naboo. C'était celui-là, aider les gens, mais maintenant que tu me le dis, il y en a un autre aussi. C'est justement quelque chose de très important dans la prélogie, qui est le lien entre la mère et le fils. Et finalement, c'est tout ce qu'on aura, ce sera l'épisode 8. Et c'était déjà malheureusement pas complètement bien fait, parce que c'est une des critiques qu'on a à faire sur... moi, ça sera un gros regret. Hein, il n'y aura jamais de scène entre Ben et sa mère. C'est un crève-cœur. Hein. Et le fait qu'elle soit pas allée le voir sur Crète, qu'il y a aucun moment il y a un échange, un truc. On rappelle que ils ont pas vu leur gamin depuis qu'ils l'ont envoyé avec Luke. Il avait 10 ans, quoi. Ils ont pas vu leur gosse. En 19 ans, ils ont pas vu leur gosse. Limite, ils savent pas à quoi il ressemble, quoi, hein, tu vois. C'est bien ce que dit Anne, et quand il dit « enlève ton casque, je vois le visage de mon fils », il sait même pas à quoi ressemble son fils en dessous, en fait. C'est son terrible, fils on pense adulte, que c'est juste parce qu'il faut enlever le casque, mais il sait même pas, en fait, à quoi il ressemble. C'est dingue, hein. Ça fait mal au cœur quand tu commences à intégrer cette notion dans l'histoire familiale et l'histoire de Ben. Là, cette petite scène, du coup, où Kylo est incapable de tuer sa mère, cet échange entre les deux, qu'on sait où il s'envoie finalement des vibes d'amour par la novélisation, hein, mais bon, c'est très bien montré à l'écran, quoi. C'est la seule scène entre mère et fils, et Dieu sait si c'était important, et Dieu sait si ça aurait été important grâce à l'épisode 9, normalement, que un fils qui a été séparé de sa mère puisse retrouver sa mère. Qu'ils soient ensemble dans la mort n'est pas un arc satisfaisant, et en plus ils sont pas ensemble dans la mort parce que d'abord ils meurent pas au même moment. Voilà, elle le sauve pour qu'il crève quelque temps après, donc ça n'a pas d'intérêt, on le rappelle. Des parents se sacrifient pour sauver leur enfant, c'est une donnée de base de roman, mais pas seulement de la vraie vie de certaines personnes, hein, qui sont prêts à mourir pour leur gamin, et qui le font, hein, dans des circonstances tragiques. Mais si c'est pour que le gamin 2 secondes après il clame, why pourquoi on arrive là? Et en plus, ils ne sont même pas, comme on l'a déjà dit, ensemble en fantôme. Donc en fait, à aucun moment, la mère et le fils ne se sont retrouvés. En parallèle, il aurait fallu qu'ils se retrouvent pour compenser la séparation d'Anakin avec Shmi.
dans l'épisode 1. L'épisode 9 aurait dû se finir à côté du lac Naboo, en train de faire un pique-nique dans les prairies de Naboo, tu vois. Rey, Ben, éventuellement leurs enfants s'il y avait un time-lapse, enfin voilà. Et puis Leia. Ou bébé Leia, parce qu'elle était morte. Ils auraient pu avoir une petite fille, ils l'auraient appelée Leia. Ça aurait fait sens. Ou on n'aurait même pas su son nom, mais t'aurais vu une petite fille passer avec des macarons, tu vois. Je pense vraiment que Ryan se serait dirigé vers ça, hein, mais s'il avait fait l'épisode 9. Ryan et Carrie Fisher. Ah bah si elle avait eu son mot à dire, si elle avait été là, ça aurait été... bon, on va pas réécrire l'histoire. Mais enfin tout ça pour dire qu'on n'a pas épuisé le sujet, hein, mais on va peut-être conclure. Qu'est-ce que t'en penses ? Oui, disons que ça nous a permis de refaire une piqûre, d'abord de nous réaventurer dans cet épisode qui nous tient tellement à cœur puis qui est au cœur de la chaîne. Peut-être pour certains qui viennent d'arriver récemment, puisqu'on a eu pas mal de nouveaux abonnés qui sont peut-être pas allés taper dans les vieux épisodes, peut-être justement pour ceux qui ont encore du mal avec la post-lo mais qui adorent la prélo, ou ceux qui sont arrivés justement par hasard parce qu'on parlait de la prélogie. J'espère que ça a pu les réconcilier avec le dernier Jedi. De la même manière que, comme on l'a dit toutes les deux, ça nous a réconcilié avec la prélo. Ça n'empêche pas qu'on puisse ne pas aimer des choses, hein. Comme on l'a dit nous-mêmes, il y a des trucs qu'on n'aime pas dans la prélo, mais n'empêche qu'on y voit de beaux ponts. Donc de la même manière que peut-être il y a plein de choses qui vous irritent dans la post-lo, si vous aimez la prélogie, peut-être que ça peut vous permettre de réapprécier certains éléments. En tout cas, c'est ce qu'on espère voir en commentaire. Vous pouvez nous raconter comment vous vivez ces parallèles. Est-ce que ça vous a redonné envie d'aimer la prélogie, ou est-ce que si vous aimez la prélogie et que vous n'aimiez pas la post-lo, est-ce que ça vous redonnerait envie de revisiter la postlogie ? On serait curieuse d'avoir vos ressentis là-dessus. Alors, c'est un épisode qu'on n'a pas pu faire exactement au moment où on le voulait pour des raisons diverses et variées. Mais on est très contente d'avoir enfin l'opportunité de le faire parce que ça crève tellement les yeux et puis ça nous fait tellement plaisir de parler de ces parallèles que voilà, c'était du caviar. Vous pouvez même en ajouter si on en a oublié, parce que si on en a pas mentionné, carrément. On les a pas tous mentionnés certainement, mais il y a peut-être d'autres éléments que vous pouvez ajouter, que ce soit des éléments musicaux ou d'autres éléments visuels. Oui, n'hésitez surtout pas, comme d'habitude, dans les commentaires. Nous, ce sera avec plaisir qu'on vous lira. Et puis, on vous dit à très bientôt. À très bientôt.